Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, j'espère que vous êtes là. Bon, je voulais juste qu'on soit 10 personnes, hein. C'est pas obligé qu'on soit plus, parce que vous connaissez mon principe. Mon principe c'est de toujours communiquer avec un minimum de gens disponibles, en direct, dans l'esprit que ceux qui ont du temps et ceux qui s'intéressent à ce qui est nous tenons comme communication puissent écouter un peu plus tard, hein, en différé. Donc c'est pas un problème. Alors, si vous êtes là et que vous entendez très bien ce direct, il serait bien de vous manifester en me disant le son est bon, on vous suit sans problème, afin que je puisse continuer en étant serein, sachant que vous entendez très bien. Donc merci de mettre des petits commentaires dans le type oui, nous vous suivons et le son est bon, la qualité de l'image est bonne afin qu'on y aille. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce dont je souhaite vous parler moi, et puis il y a des questions que vous pouvez être tenté de poser. N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message ou bien vous faites un appel sur Facebook et puis on échange en direct. Donc voilà, dès qu'on est 10, on y va. Sans problème. Sinon, est-ce que vous allez bien? Merci, hein, n'oubliez pas de me mettre, de me rassurer en me disant que vous entendez très bien, que le son est bon, que l'image est bonne et qu'on peut y aller. Donc j'attends votre OK, donnez-moi votre OK et puis on lance, s'il vous plaît. 10 personnes, pas plus, ou plus si vous voulez, mais je n'ai pas envie de perdre le temps à ceux qui sont déjà là, donc on se parle rapidement et puis les autres pourront suivre plus tard. Est-ce que vous entendez bien le son? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce qu'on peut y aller? Si possible, mettez-moi juste des petits oui, son OK, image OK, et puis comme ça on y va, tous ensemble. Merci les amis. Est-ce que vous entendez bien, s'il vous plaît? Et puis, veuillez s'il vous plaît me confirmer si vous recevez 5 sur 5 la qualité sonore et puis l'image, si l'image est bien, afin qu'on puisse y aller, s'il vous plaît. Je ne vois pas encore de commentaires, de... sans problème. Alors, voilà, je vois, oui, oui, voilà, voilà. Bonsoir Alice. L'image est bonne, Alice. Est-ce que le son est bon aussi? Si l'image et le son sont bons, on peut y aller. Ah, super, on te reçoit 5 sur 5. Bon, les amis, bonsoir. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. C'est lié aux difficultés de trouver du temps, étant dans des activités qui sont super chronophages et énergivores. En clair, des activités qui prennent du temps et puis qui font dépenser beaucoup d'énergie. Ça fait qu'on n'a pas toujours la possibilité d'échanger entre nous, de se parler le langage de la vérité. Il y a eu beaucoup d'actualités ces derniers temps. Il y a, pour commencer à parler, hein, puisque c'est l'actualité immédiate, le retour du leader du MRC au Cameroun, le président Maurice Kamto, qui a créé une espèce d'agitation au pays. Bon, agitation que moi je ne comprends pas. Vous savez que toutes les fois que le président Biya doit faire le moindre déplacement, l'attitude qui est celle de ses partisans, en tout cas des responsables du RDPC, c'est de mobiliser des foules, de les masser sur le passage, sur son itinéraire, afin que ces derniers lui réservent le meilleur accueil. Pour moi, c'est normal. On doit le faire, ça participe de la vitalité de la vie politique, et puis c'est une espèce de baromètre pour mesurer le niveau de mobilisation.
Donc je ne comprends pas que ça fasse un problème quand il s'agit d'un autre leader politique, fût-il d'opinion. Nous sommes dans un pays où la Constitution garantit la liberté d'expression, la liberté de se mouvoir de tous. Et donc c'est tout à fait normal qu'un leader qui rentre après avoir tenu un meeting à l'étranger, et bien qu'il ait un moment de réjouissance avec ses supporters qui sont restés au Cameroun. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi on en a fait un sujet. C'était tout à fait normal. La police, la gendarmerie, oui, peut-être, mais dans le sens d'encadrer positivement, mais pas dans le sens de faire de la répression. C'est une répression qui n'a pas de raison d'être. Si nous sommes en démocratie, je dis bien si nous sommes en démocratie, et jusqu'aux dernières nouvelles, il me semblait que le Cameroun est une démocratie et que voilà, les uns et les autres peuvent tout simplement dire leurs idées et puis avoir des supporters de ces idées, des militants, sans que ça ne pose de problème. Donc j'ai pas très bien compris cet épisode. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi cette tension, hein. Et moi, ce que ça m'inspire comme commentaire personnel, c'est que nous avons entendu des critiques émerger pendant la tenue du meeting ici à Paris. On a entendu des gens dire oui, mais le terrain c'est le Cameroun, pourquoi ces gens-là vont tenir des meetings en Europe, est-ce que c'est là-bas que ça se passe? Bon, alors s'il y a la crispation qu'on peut observer juste pour un retour, ben, ça va peut-être confirmer ce qu'on a aussi entendu comme élément de langage, argument contraire, qui disait l'impossibilité pour les leaders de politique d'opposition aujourd'hui de pouvoir organiser des événements en toute sérénité au Cameroun. Sinon, ce qu'on voit là n'a pas de raison d'être. Par ailleurs, il y a quelque chose qui m'a gêné un tout petit peu, parce que j'ai entendu la prose de certains hommes politiques camerounais essayer de dire oui, c'était quoi ce truc, c'était minable, pourquoi un meeting à la diaspora. Bon, j'ai trouvé que c'était pas très responsable comme prise de parole, parce que c'est qui la diaspora? Ben, la diaspora, c'est une grande partie de la sécurité sociale du Cameroun. C'est-à-dire que c'est le soutien que ces gens apportent aux familles qui permettent à l'État camerounais de tenir. Parce qu'il faut peut-être rappeler quelques chiffres pour que les uns et les autres, qu'on soit fixé sur la situation. Le Cameroun, c'est secteur public, 325 000 personnes qui ont un emploi, donc avec l'armée compris. Secteur privé, c'est, je crois, dans les 754 000 personnes. Donc toutes les entreprises privées, c'est des gens qui ont un salaire tous les mois, donc à peu près 1 million de personnes qui ont des salaires au Cameroun tous les mois. Sur une population de 30 millions d'habitants, ça fait à peine 3% de la population qui a un salaire tous les mois. Je parle d'un salaire tous les mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que chacun de ces 1 million de Camerounais prenne en charge 30 personnes pour que le pays puisse s'en sortir. Alors c'est qui le gros de ceux qui prennent en charge ces Camerounais? Ben, c'est la diaspora. Je crois qu'il faut vraiment être dans un vrai schéma de sorcellerie pour oser dire, oser mépriser ou alors minimiser ces gens-là qui font vivre des familles. Je pense que beaucoup n'ont pas eu d'expérience professionnelle en Europe. Il faut comprendre ce que c'est que travailler ici. Et quand tu as ton argent, sortir une partie pour l'envoyer chaque fin du mois au village. Le travail ici n'est pas une sinécure. C'est-à-dire on n'y va pas pour faire les ongles au bureau et puis à la fin du mois on vous paye un salaire. Parfois vous vous tapez 1 heure et demie de trajet le matin pour aller travailler, 1 heure et demie le soir. Quand vous arrivez chez vous, vous êtes complètement lessivé, vous n'avez même pas le temps de regarder la télé, vous vous endormez et le lendemain, bis repetita, ça recommence. Donc je pense que des gens qui font ça et qui ont gardé dans leur cœur, qui continuent à chérir dans leur cœur une part de leur frère resté au Cameroun, méritent un peu plus de respect. Voilà, et ce respect, je ne l'ai pas vu dans la prise de parole de certains responsables du RDPC.
que j'ai entendu mépriser un peu hein, dans le ton. Le fait que le président du MRC parte du Cameroun pour venir entretenir des gens comme ceux-là, qui portent le Cameroun à bout de bras. Je dis bien porter le Cameroun à bout de bras, face à l'incapacité de la gouvernance actuelle de pouvoir créer un avenir, de pouvoir créer des emplois, bref, de pouvoir offrir un rêve aux Camerounais qui sont assis dans les maisons, dans la souffrance la plus crasse. Donc, pour clore ce sujet, je pense qu'il n'y a pas de sujet, hein, je ne vois pas pourquoi un opposant qui était en meeting ou même qui était même en simple voyage de plaisance à l'étranger, si ses partisans veulent l'accueillir avec chaleur, je ne vois pas pourquoi il devrait avoir une mobilisation avec de la crispation. Il n'y a pas de mobilisation avec de la crispation. Il y a juste d'envoyer la police, la gendarmerie, encadrer positivement cette rencontre sans qu'il y ait sans en faire un problème. Voilà. Bon, je parlais du RDPC tout à l'heure, on a vu tous ensemble. Merci Angèle Evinas, et merci d'être là ce soir. Il y a Kléber, Jahan aussi, je vois Shep. Il y a voilà, Nadine NK qui dit travailler 16 heures sous le vent et dans le froid. Les gens ne se rendent même pas compte. Il faut être particulièrement altruiste pour gagner son argent en Occident et en prendre une part et envoyer chaque mois pour s'occuper des gens en Afrique. Il faut être à un autre niveau d'élévation d'esprit pour le faire. Parce que la société d'ici vous durcit, vous endurcit, fait de vous quelqu'un qui n'a même pas, qui perd un tout petit peu, qui devrait perdre un peu de sentiment. Oui, parce que c'est dur. Vous êtes victime de racisme, ostracisé, victime de tous les petits fous, les fous, hein, la folie douce, que vous rencontrez sur votre parcours, des patrons tyranniques et tout. Et quand vous avez fini de faire ça, vous prenez quand même votre argent, vous l'envoyez au Cameroun pour aider les familles. Je pense qu'il y a lieu d'organiser très rapidement, en tout cas pour la nouvelle gouvernance qui va venir, les états généraux de la diaspora pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour célébrer et rendre hommage à leur action. Hein, une banque des diasporas, par exemple, un ministère permettant tout seul de pouvoir agréger hein, pour tuer un peu le millefeuille institutionnel. Parce que quand vous partez d'ici pour aller investir au Cameroun, eh bien vous tombez sur quoi? Vous tombez sur le piège des multiples administrations qui sont créées pour vous pensionner un peu d'argent et petit à petit le capital que vous avez ramené à force de donner un 10 millions au directeur de cabinet de ce ministre pour avoir une autorisation, 10 millions là-bas, vous vous retrouvez à la fin d'avoir grignoté le capital pour lequel vous partiez investir. Et donc, vous rentrez en Europe sans rien. Si vous avez pris un crédit, vous devez recommencer, vous devez payer le crédit. Bref, votre vie est complètement passée à la moulinette. Est-ce que les gens se rendent même compte de ces sacrifices-là? Je crois que non. Pourquoi? Parce qu'aussi, en même temps, on a un pouvoir qui œuvre à banaliser l'action de la diaspora. Parce qu'il a bien conscience que si le mal doit venir, entre guillemets, eh bien, il pourra venir de ces gens qui font vivre des millions et des millions de Camerounais et donc qui ont la capacité à un moment donné de dire, bon, écoutez les gars, c'est bien qu'on vous envoie l'argent, mais il faut bien se mobiliser à un moment donné pour dire non. On ne peut pas continuer dans ce système parce que rester tranquille, en voyant toutes ces injustices se multiplier dans notre pays, c'est en quelque sorte se faire complice de ce qui se passe. Et arrêter de nous dire que, bon, un tel veut voir ses enfants grandir, un tel autre ne veut pas voir ses enfants grandir. Si nous étions dans cette démarche, je ne serais jamais quelqu'un qui se met devant une caméra pour parler, pour dire quand les choses ne vont pas. Je me dirais, mais j'ai aussi trop à perdre, voilà, moi je suis un communicant, je travaille avec des États, en m'attaquant à l'État du Cameroun, ça va me bloquer des contrats, ce qui est la réalité, ce qui est ma réalité de vie depuis que j'ai pris la responsabilité de commencer à dire les choses. Le manque à gagner est énorme, 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 en dehors du fait que nous prenons des risques sur nos vies, parce que ceux d'en face ne sont pas forcément contents de voir qu'on peut utiliser nos voix pour mettre parfois à nu ce qu'ils font de pas bien
au Cameroun et pousser les gens à pouvoir, à un moment donné, arrêter ça. Mais c'est pour le bien de tous à la fin, hein. C'est pour le bien de tous. Parce que voyez-vous, en faisant ça, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé qu'aujourd'hui, vous allez dans un hôpital pour un mal de dents, il y a toute une organisation mafieuse qui est mise en place. On va dire, ah non, la dent là, en fait, on vient de faire des examens, le laser révèle que, en réalité, ce n'est pas seulement une dent, c'est un os qui a poussé et qui est en train de menacer la gorge, donc il faut qu'on vous opère. Et des hôpitaux qui ont des faux papiers en tête du centre Pasteur, de l'Institut Pasteur, donc ils vont vous dire que non, on a fait des examens là-bas, voilà, il faut qu'on vous opère. On fait des fausses opérations aux gens au Cameroun, où vous allez, on vous ouvre le corps alors que vous n'avez rien, juste pour vous pensionner de l'argent, quoi. Et si vous n'avez pas de chance, que les anesthésies sont mal dosées, parce que aujourd'hui, comme pour les autres secteurs d'activité au Cameroun, on achète aussi les diplômes de médecins. Les gens gagnent des UV en donnant de l'argent à leurs professeurs. Donc vous avez des gens sortis du CUS aujourd'hui qui savent à peine, à part les titres qu'ils portent, faire la moindre opération. Banale, la plus banale. D'où beaucoup de gens trouvent la mort au Cameroun. Il ne faut pas tomber malade au Cameroun parce que là vous êtes... c'est très aléatoire là. Ça ne tient qu'à une seule chose, la chance de tomber sur le peu de gens consciencieux qui peut exister toujours au Cameroun, ou de tomber sur ces gens dont les familles ont financé l'achat de leurs diplômes dans des secteurs aussi stratégiques que la santé, la médecine. Hein, moi, je connais plein de gens qui sont morts au Cameroun, mauvais dosage d'anesthésie. Et ceux qui ont mal dosé n'ont pas mal dosé parce qu'ils avaient bu de l'alcool. Non, c'est qu'ils ne savent pas. Mais ils sont auréolés du titre de médecin. Donc on est dans un truc, on est dans un caca terrible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Bonsoir, cher Franck Chegui. On a eu une passe d'armes avec Franck. Et je voudrais vraiment qu'on puisse se parler aujourd'hui de manière très fraternelle. Pour moi, la fraternité, la vraie fraternité, elle est dans la sincérité. Ça veut dire quoi? Entre frères, il ne faut pas d'hypocrisie, il faut se dire des choses et puis s'entendre, aplanir les différends et aller de l'avant. Et l'un des différends que j'ai eu avec Franck, c'est pour qu'il m'ait entendu parler j'avais émis l'idée que, en fait, il ne faut pas qu'on sorte d'un fascisme au Cameroun, celui actuel, avec la gouvernance actuelle, pour tomber dans un autre fascisme. Nous, on est mobilisés pour que le Cameroun change. Nous mettons tous nos moyens, toutes nos ressources, toute notre énergie et tout le réseau relationnel que nous avons pour que le Cameroun change pour l'ensemble des Camerounais. Nous, on n'est pas forcément porté par autre chose. Et donc, toutes les fois, personnellement, que je vois la liberté d'expression menacée, c'est-à-dire que quelqu'un, parce qu'il dit ce qu'il pense et qui est le contraire de ce que d'autres peuvent penser et voir qu'il est attaqué parce qu'il a dit quelque chose, je fais très attention. Je me dis non, on ne doit pas aller vers ça. Parce que si on va vers ça, on va vers la mauvaise direction. Et ça a été, c'est pour ça que je dis qu'on ne quitte pas un fascisme pour en embrasser un autre. Et j'ai remarqué que beaucoup de nos compatriotes camerounais, aujourd'hui, sont un peu excessifs. Donc avoir des idées, c'est bien, mais il faut pas que vos idées empêchent l'émergence d'autres idées contraires, au risque pour les gens de se faire lyncher et tout. Non, c'est pas du tout le Cameroun, personnellement, que j'œuvre à bâtir à mon niveau. Donc ça a été un peu ça, le malentendu avec le frère Franck, qui a pensé que, ah ouais, c'est un tribaliste et tout. Vous savez, mon cher Franck Chegui, je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, en regardant la caméra droit dans les yeux, on ne peut pas avoir le parcours qui est le mien et être porté sur les tribus, sur la ethnie. C'est antinomique. Voyez-vous, moi aujourd'hui, quand les gens me disent le Camerounais Palmer, je trouve ça me blesse même un tout petit peu, parce que je me définis de manière générale comme un Africain. Quand je vais avec mes amis à Dakar, à Abidjan, c'est moi qui conduis. Et c'est moi qui leur montre leur pays. Ah non, on prend tel raccourci, on sort là-bas, on passe comme ça pour arriver là-bas. Pourtant, je suis à la base dans un pays d'où ils sont originaires, d'où ils sont nés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai travaillé ces 30 dernières années à élever mon mental à l'idée que, en réalité, je me sens africain. Je peux aller dans n'importe quel pays d'Afrique noire, je me sens chez moi partout où je vais, là-bas.
Donc on ne peut pas être à ce niveau-là, au niveau d'être dans la conscience africaine générale, et puis penser en termes de tribus, penser en termes d'ethnie. Et aussi le fait que les gens ne se connaissent pas très bien, oui, parce qu'on se voit là, on fait des directs, on se parle, on nous voit sur les médias, on ne sait pas qui est qui, quelles sont les trajectoires des uns et des autres, eh bien on peut arriver à confondre les gens ou à leur ramener au niveau du débat qu'il y a dans notre pays aujourd'hui, qui malheureusement ne vole pas très haut. Je parle bien de voler très haut. Franck, je ne sais pas quel âge vous avez, mais quand il y a, en 1999, j'allais enterrer mon meilleur ami Armand Modeste Comos, à Bayagam, je ne suis pas sûr, beaucoup de ceux qui regardent ici n'étaient pas nés. Bon, on n'en était pas là à l'époque. Quand je suis au Cameroun et que je carbure à la sauce jaune, à Essos derrière en fait face à l'école publique, combien de gens qui suivent ici peuvent imaginer. Donc il faut faire très attention, je vous le dis depuis des mois et des mois, faites attention. Parce que parfois vous pensez qu'on est éloigné, mais en réalité on est un même peuple, nous sommes des enfants du même sang. C'est pareil quand je vous parlais du président Biya, je vous disais je désapprouve et je lui en veux pour la manière dont il a laissé les gens détruire un pays dont il a hérité et qui était prospère au moment où il héritait. Mais si vous me donnez un couteau de main pour que je le pointe sur le président Biya, non, je ne pourrais pas traverser son sang. Je l'ai toujours dit. Pourquoi? Parce que pour d'autres raisons, des raisons familiales notamment, c'est quelqu'un qui a toujours été présent dans le cadre de ma famille personnelle. Chaque fois qu'il y a eu un problème, toutefois qu'il y a eu un malheur, un tout, il s'est toujours manifesté. Et donc, à ce titre-là, tout en étant contre sa politique, tout en étant contre sa gouvernance, et puis tous ces gens-là qu'il est venu nous mettre à la tête du pays et qui ont fait du Cameroun un pays dont tout le monde se moque aujourd'hui, je peux savoir faire la part des choses. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas s'élever un matin, mon cher Franck Chely, commencer à porter un combat comme celui que nous menons si on est au niveau des ethnies. Ah ouais, parce que si on est encore au niveau des ethnies, on ne peut pas être habité par le niveau de conscience qui nous fait oublier nos propres vies. Oui, parce qu'on prend des risques. Vous savez, moi, je ne communique pas en sous un pseudo, hein. Je communique en tant que moi et j'utilise un nom, un label que j'ai construit avec difficulté dans un monde où moi, je n'étais pas dans un réseau. Moi, je ne suis pas pédé pour dire que, bon, voilà, il a grimpé parce qu'il était dans les réseaux gays, on l'a poussé, on lui a donné. Non, ce n'est pas la force du travail, Franck. Donc, on ne prend pas un tel nom qu'on a mis des difficultés, des sacrifices à construire, et puis on vient, on le jette en pâture comme ça, pour un combat, si on n'est pas habité par une idée de dépassement de soi, et de penser à l'intérêt collectif, aux générations d'après. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Parce que le Cameroun de demain, je suis désolé de vous le dire, mais moi, je n'attends pas d'être demain en gestion d'un pays. J'attends demain de soutenir des dynamiques nouvelles qui sont en train de naître, que nous sommes en train de pousser. Et puis nous, on jouera les rôles de conseiller pour soutenir, ouvrir des portes, des couloirs pour ces nouveaux jeunes-là. C'est vous, là, c'est votre génération qui doit prendre les choses en main. Parce que moi, aujourd'hui, ça fait 30 ans que je travaille. Je n'ai pas l'air comme ça, mais j'ai commencé jeune, j'étais un gamin. Et ça fait 30 ans que je travaille. Et quand on travaille depuis 30 ans, après 30 ans, si on a bien travaillé, on n'aspire pas vraiment à recommencer à donner l'énergie qu'on donnait au début de sa carrière. Non, on aspire à être dans la transmission, à être dans le soutien des étoiles montantes et tout. Moi, voilà comment je vois les choses. On parlait du RDPC tout à l'heure. Quand on voit un jeune comme Léon Teller Onana se lever dans un parti qui a muselé toute forme de débat pluriel, et puis de dire, bon voilà, il y a telle chose qui ne marche pas, et puis il faut y remédier. À force de parler à des gens qui n'entendent pas, de se dire, bon voilà, il y a une justice camerounaise, on va s'en référer à elle, et puis voir, regarder. Il faut un courage. C'est des gens comme ça que nous devons soutenir demain, parce que c'est un jeune, c'est un petit frère de loin. Moi j'ai des enfants qui sont grands aujourd'hui.
Et pour ces enfants qui sont grands, je ne peux pas me mettre, pendant que je mène ce combat, à me dire je mène ce combat parce que je dois avoir une place pour gouverner. Gouverner quoi? Quand vous avez mon parcours, hein, il y a 17 ans, j'interviewais des chefs d'État, à tu, à toi, avec les gens qui dirigent ce monde-ci. C'est pas 17 ans plus tard que je dois encore être dans des rêves de que je vais être à une présidence. Non, 17 ans après, c'est qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, qu'est-ce qu'on vous laisse à vous, cher Franck Chegui. Ce qu'on doit vous laisser à vous, c'est un pays en vous donnant les clés, en vous montrant ce qui n'a pas marché. Parce que Dieu a permis qu'on soit des témoins de la construction de notre pays, qu'on voit beaucoup des bandits qui sont aux affaires aujourd'hui, qu'on les voit commencer. On peut vous raconter l'histoire de notre pays. Et quand vous avez donc toutes ces histoires, quand vous avez toutes les clés, vous, votre génération pourra faire quelque chose. Donc il ne faut pas qu'on se perde. Alors, Mayo Binder demande, Morgane Palmer, pourquoi demander pardon? Je crois qu'elle fait référence au mea culpa que j'ai fait face à certains de nos frères qui ont très mal pris un poste pourtant qui se voulait positif. J'ai demandé pardon parce que, vous savez, moi je suis aujourd'hui au niveau de la transmission de mon savoir. Ça veut dire que tous les actes que je peux poser peuvent influencer des jeunes qui sont en train de se construire. Alors il y a une règle en communication qui veut que toutes les fois qu'on communique, on ne doit pas le faire dans le but de blesser les gens. Même si on fait une communication qui est de l'ordre de la conviction, qui est de l'ordre de la vérité, à partir du moment où ça peut être sujet à des blessures, à autrui, il faut s'excuser. C'est très important. Il faut s'excuser parce que le but d'une communication, ce n'est pas de heurter les gens. Maintenant, est-ce que cela change le fond des convictions? Est-ce que cela change l'idée qu'on avait derrière la tête? C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a blessé les gens. Et il y a eu des réactions des gens qui disent on est blessé. Il faut faire preuve d'humilité. Et l'humilité veut que, voilà, on n'a personne à la science infuse. Moi, je peux poser un acte que je pense positif, et puis cet acte déclenche chez vous quelque chose que je n'avais pas espéré, et je ne peux pas voir vos larmes, je ne peux pas entendre le courroux de ces gens-là, même des gens comme Franck Chegui, qui ont toujours été respectueux vis-à-vis de moi. Je les ai vus virer à autre chose, à me regarder avec d'autres regards, au point où je me suis dit, mais tiens, ça veut dire que ces gens n'ont rien retenu de tout ce que je dis depuis ce temps-là. Mais il y avait des blessures. Quand il y a des blessures, il faut s'excuser. Voilà, c'est très important. Peu importe le fond de la chose, toutes les fois que vous heurtez les gens, vous les blessez, la démarche d'humilité veut de dire, pardon, je ne l'ai pas fait pour blesser, je l'ai fait avec une autre idée. Mais si ça vous a blessé, je vous prie de m'excuser. C'est ce qu'on m'a enseigné dans la vie et c'est le B à bas de la communication. On ne communique pas pour blesser les gens ni pour leur heurter. On communique parce qu'on a un message qu'on souhaite passer. Voilà. Donc, c'est Julienne là qui dit le problème c'est qu'ils prennent tout mal, mais c'est incroyable. Le problème, Julienne, c'est qu'il faut de tout pour faire un monde. Et il faudra à terme qu'on fasse preuve de beaucoup de tolérance. Si nous voulons construire un Cameroun qui est merveilleux pour tous, il faudra qu'on fasse preuve de beaucoup de tolérance et qu'on ne se place pas toujours dans les perspectives à exacerber les antagonismes, parce que ça ne pourra pas permettre au Cameroun de grandir. On est obligé d'être ensemble. Alors, il y a Vivi qui dit, d'après vous, il n'y avait que les Bami à Paris, c'est ce que j'ai compris, hein. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, je vous explique ce que je voulais dire. Le meeting était celui du MRC. Vous savez, je connais beaucoup de responsables du MRC à titre personnel. Quand il était à la prison centrale de Konangui, demandait à Mamadou Mota si plusieurs fois je n'ai pas été le saluer. Je l'ai salué. Est-ce que Mamadou Mota, il est de l'Ouest? Non. Bibou Nissak, je le connais. Nous avons partagé les plateaux. Est-ce qu'il est de l'Ouest? Non. Donc, il ne peut jamais être de ma bouche sortir l'idée que non, ce n'est que les Bamis. Je n'ai jamais dit ça, même dans ce que j'ai écrit. Ce que j'ai dit, et il faut que les gens comprennent très bien, quand je dis une mention spéciale aux Bamileke pour leur patriotisme, j'explique de manière très simple. Ce que je voulais dire par là, c'est que voilà des frères qui
qui ont toujours été mobilisés dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que si nous pouvions, chaque peuple du Cameroun, chaque communauté camerounaise, avoir le niveau de discipline, d'organisation et tout, je pense qu'on aurait un pays qui serait en réussite de manière globale. Voilà. Donc j'ai juste voulu faire un clin d'œil, appuyé, pour susciter de l'émulation, dire, bon, vous voyez, c'est comment ces frères-là, ils ont la capacité de se mobiliser. Mettons-nous d'accord. Si, au-delà du fait qu'il y avait tout type de Camerounais là-bas, Abdelaziz Moudé, c'est un ami. Il était à ce truc. Est-ce qu'il est Bamileke? Non. Mais au-delà du fait qu'il y avait tout type de Camerounais là-bas, reconnaissons que s'il n'y avait pas eu une mobilisation Bamileke, comme ils savent le faire, les qui ont les foyers Banjoun, Bayangam, un peu partout dans le monde, citez-moi une autre communauté camerounaise qui sait faire ça. Moi, je veux bien la voir, cette communauté camerounaise. Je n'en connais pas. Donc, si ces gens ne s'étaient pas mobilisés comme ça pour que les choses marchent, et on peut être d'accord, vous et moi, que ça ne pourrait jamais donner la même chose. Donc, en fait, quand je faisais, ce n'était pas pour stigmatiser. L'erreur, si on peut appeler ça l'erreur, c'est que moi, je n'ai pas de bouquet africain chez moi, je n'écoute pas CRTV, ni les chaînes camerounaises, donc je ne savais pas qu'au même moment où moi j'ai dit ma phrase dans le contexte de ce que je viens de vous dire, donc dans le contexte de dire bravo, et pour que ça puisse créer de l'émulation chez d'autres, apparemment, au Cameroun, certains adversaires utilisaient ces arguments pour dire que oui, c'était une tontine du village, et tout pour dire que bon, leur mobilisation n'a pas réussi, c'était juste une tontine du village. Moi, je ne savais pas ça. Donc, je l'ai su le lendemain parce qu'il y a un copain qui m'a bien expliqué. Je ne comprenais pas au départ les attaques qui faisaient de part et d'autre. Et c'est un ami qui m'a dit non, mais au Cameroun, tu reprends les arguments qui sont développés au Cameroun. C'est là que j'ai compris. Et je me suis dit, ah, mais si telle a été perçue, ma démarche, il faut très rapidement que je le corrige. Ce n'était pas dans l'intention de répéter. Mais écoutez, ça fait presque 1 an et demi, bientôt, que je mène une fronde contre la manière dont notre pays est gouverné. Donc, à quel moment, donc, moi, je reprends des arguments qui sont les leurs alors que je suis contre eux pour des gens qui sont dans le combat comme nous? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai entendu les gens dire, oui, on l'a acheté. Mais vous êtes des blagueurs. Vous pensez que on fait ce que je fais là si on est motivé par de l'argent? Ben, si je suis motivé par de l'argent, il y a d'autres façons de procéder. Il y a d'autres façons de procéder. Donc c'était un peu ça. Il faut pas que les gens prennent ça mal. C'était fraternel, tout simplement. C'est comme quand on dit, oh le Bassa il est marché avec les thèmes dans la poche, mais il n'y a pas lieu de fâcherie pour ça. On rigole, hein, on tourne ça et tout. Hein. Voilà. Donc c'était pas du tout dans un esprit belliqueux ou politique. Oui là, le RDPC. Pourquoi je vais reprendre moi les arguments du RDPC pour faire quoi? Alors que je critique leur gouvernance. Ça n'a pas de sens. Donc il faut être très clair et n'amenez pas le truc sur le plan tribaliste. Parce que je suis au-dessus de ces questions. Moi, je me sens africain. Même pas camerounais, mais africain. Donc quand on me réduit à un pays, ça me gêne déjà, à plus forte raison à une ethnie, quoi. Vous vous rendez compte? Donc c'était un peu ça. Oui, Mayo Binder dit la communauté Peul Fulani, ouais, les Peuls qu'on retrouve un peu partout, qui viennent du Massina, au Mali. D'ailleurs, il est dit que notre premier président, Amadou Ahidjo, était originaire du Massina au Mali, d'où les premiers accords de libre circulation entre le Mali et le Cameroun signés à l'époque avec Modibo Keïta. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Il y a Franck Cheguiti, Morgan. Avez-vous des nouvelles d'Émile Parfessim? Est-ce que la justice russe ne peut pas prendre ce dossier lié Pliman en charge? Non, parce que, en fait, ce qui s'est passé, cher Franck, c'est que pour les Russes, Émile Parfessim s'est fait passer pour une victime de la France-Afrique. Une victime de la France-Afrique. Quelqu'un qui, parce qu'il a créé l'IEP-Limal, sa crypto, a menacé les intérêts france-africains et donc c'est à ce titre qu'il a été victime de cabale. Il ne leur a jamais dit qu'il a escroqué de l'argent à plus de 300 000 familles. Donc voilà sous quel angle il s'est présenté à Moscou, le condamnant aujourd'hui à y vivre
Ce serait difficile parce que de toutes les façons, ce nouveau Cameroun qui est en train de venir, je vous dis depuis quelque temps qu'il fera beau au Cameroun bientôt. Ceux qui ont des yeux voient, ceux qui ne les ont pas découvriront à la dernière minute. Mais ça va être difficile parce qu'il va falloir bien rendre des comptes. Le moment venu, soutenu par des amis d'aujourd'hui qui l'ont aidé à s'enfuir du Cameroun et tout, je ne pense pas que ce sera toujours le cas. En tout cas avec la nouvelle gouvernance qui vient. Il faudra bien rendre des comptes. Voilà. Donc, alors, non, Aïdjo ne vient pas du Mali. Il vient d'où? Je dis bien les originaires de Peul du Massina. Les Peuls viennent, sont originaires du Massina au Mali. Donc, voilà. Tous les membres du gouvernement sont issus d'une même aire géographique. Est-ce que c'est faux? Oui, mais c'est vrai, Solange. C'est factuel. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se comprenne. La plupart du temps, je vais plus mettre en avant des faits que des opinions. C'est-à-dire quand je prends la parole et que je commence à parler, la plupart des sujets que j'évoque sont des sujets où j'apporte une expertise qui est caractérisée par des faits. Quand je vous donne des exemples, c'est des choses qui sont vécues. Donc j'évite de faire passer mes opinions pour des faits et je ne souhaite pas que quand j'évoque le factuel, que les gens contestent ce factuel avec des simples opinions. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Alors, il y a un Gassarouillet qui dit bonsoir grand frère, ce n'est pas tout ce qu'on pense qu'on dit, surtout publiquement. Oui, cher Ngassa, vous avez parfaitement raison et j'ai appris de cet épisode qu'il va falloir que j'apprenne un peu à être hypocrite. Bon, c'est dur, hein, c'est pas mon style. Moi, je suis habitué à dire des choses telles que je le pense, sans volonté de blesser, mais bon, voilà, vous avez parfaitement raison, merci pour le conseil. Alors, Solange attend une réaction. Elle disait, oui, bien sûr que nous avons un gouvernement qui, en tout cas une gouvernance même, qui est constituée en majeure partie des... Moi, ça me gêne un peu, parce que pour moi, ça ne me pose pas de problème plus que ça, dans la mesure où, je vous ai dit que moi, je ne suis pas au niveau des tribus, ni au niveau des ethnies. Pour moi, je vois des Africains, tout simplement. Si les gens peuvent apporter, à une époque, dans l'équipe du Cameroun, on avait des gens qui étaient d'une aire géographie, beaucoup de Bassa. On avait une équipe nationale du Cameroun, il y avait 8 joueurs sur le terrain qui étaient Bassa sur 11. Bon, aucun Camerounais, moi j'ai vu aucun Camerounais s'en offusquer. À partir du moment où il y avait des résultats, donc c'était positif. Moi je ne vois pas la chose comme ça. C'est simplement que ces gens-là, dont tu parles, chère Solange, c'est des gens qui ne produisent aucun résultat, donc qui sont là que du fait de l'arbitraire. En ce moment, il y a un problème. C'est-à-dire que si on avait même un gouvernement où tout le monde était Peul et qu'on voyait des résultats dans la vie des Camerounais de tous les jours, moi, personnellement, je n'aurais pas de difficulté à ça. L'important, c'est à quoi sert une gouvernance. Si elle sert à travailler, à faire des choses bien, bon, voilà. Et le problème, c'est de nommer des gens par affinité, et puis après, il n'y a pas de résultat, quoi. Au niveau des bilans, il n'y a rien qui émerge. Ouais, Paul Roger dit tout à fait d'accord avec M. Ngassa. Oui, 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 Paul Roger, d'ailleurs, est celui qui m'a conscientisé sur l'erreur qui était liée à ce qui se disait au Cameroun, dont moi je n'avais pas conscience. Donc c'est vrai qu'on ne doit pas tout dire quand on est un homme public, parce que ça peut se transformer en... Chacun peut faire son interprétation, et puis on a des problèmes inutiles. Alors, donc, je vous parlais de ce jeune-là qui était arrivé à prendre la parole pour critiquer un ordre régnant au RDPC, qui est un ordre régnant contestable. Moi, j'ai envie d'appuyer parce que je trouve que c'est d'ailleurs quelqu'un qui protège son parti. Parce que la vérité, si je vous la dis tout de suite, mais je crois que les gens vont se déchirer les cheveux. La vérité, elle est bien plus pire et bien plus grave que la seule chose que Léon Teller dénonce. Hein. Parce qu'il vous dit quoi? Il dit, bon, absence de congrès au RDPC depuis 2011, ce qui est en flagrant controverse, en tout cas c'est contre les tests de leur parti. Bon, il ne vous dit pas que les tests de leur parti prévoient qu'il y a un organe, qui est le bureau politique du RDPC, qui a le pouvoir, je dis bien le pouvoir, de dire, bon, allez, on prolonge la date, le congrès, on ne le tient pas ces 5 ans, si on va le tenir plus tard.
Mais qui est ce bureau politique? Sachant que la structure est la suivante. Le RDPC, c'est l'organe suprême, c'est le Congrès, donc c'est l'ensemble des militants du parti. Ensuite, il y a un bureau national, ensuite il y a un comité central, et puis le bureau politique. Le bureau politique, c'est 30 membres. Les 30 membres, qui les nomment? Eh bien, ils sont tous nommés par une personne, le président du parti. Donc, en l'occurrence, là, le président de la République. Et donc, ces 30 personnes ont usurpé le pouvoir. Donc, ils prennent le pouvoir par les tests, parce que certainement, le gros de leurs militants n'étaient pas attentifs pour comprendre que 30 personnes dans une organisation soi-disant démocratique ne peuvent pas avoir le pouvoir sur tout un parti où la notion d'élection doit être centrale. Donc, c'est 30 personnes qui décident, bon là, on ne tient pas le congrès, donc on va pousser la date autant qu'on veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je vous nomme, vous les 30 personnes, ensemble, on peut se mettre d'accord pour que je sois toujours là éternellement. Donc, il y a déjà un problème, un vice. Et je ne pense pas que ce soit un hasard. Ça a été fait exprès en trompant la vigilance du gros de leurs militants. Parce qu'on ne peut pas dire que l'organe suprême du RDPC, c'est le Congrès, et puis donner au bureau politique le pouvoir de proroger ou alors la date du Congrès. Ça veut dire que c'est le bureau politique qui est en fait l'organe suprême. Ils font ce qu'ils veulent. Mais sauf que ce bureau politique, c'est 30 personnes qui sont tous nommées. Donc ça, M. Teller Onana ne l'a pas dit. Je crois que c'est pour protéger son parti, parce qu'à la base, la démarche qui est la sienne, je ne pense pas que ce soit pour casser l'assiette. C'était pour une mise en conformité. Mais ça, c'est grave. Donc ce bureau politique-là, de 30 personnes, c'est eux les caciques, en réalité, qui jouent avec tout le reste du gros des militants. Le reste du gros des militants ne compte pas. Leur vie dépend des 30 personnes que le président nomme dans le cadre de ce bureau politique. C'est une aberration, quoi. On est face à un vrai déni de démocratie. On dit que c'est un parti démocratique. Il n'y a pas de démocratie, là. Ce n'est pas 30 personnes qui sont élues, c'est 30 personnes qui sont nommées. Et donc, ces gens-là, ils ont oublié, sur du pouvoir, ils ont oublié de tenir un congrès en se disant, bon, de toute façon, personne ne nous regarde, donc on s'en fout. Et puis, vous avez d'ailleurs, dans ce qui se passe, le secrétaire général adjoint de ce parti qui déclare qu'ils ont tenu une rencontre, lui dit qu'ils ont fait en visioconférence, et puis sur le site de la présidence de la République du Cameroun, ils disent que non, le bureau politique s'est tenu à la présidence, ce qui est déjà irrégulier, parce que la présidence du Cameroun, ce n'est pas le siège du RDPC pour qu'on y tienne des réunions de bureau politique. Donc on a sur le site de la présidence que le bureau politique s'est tenu là-bas, et on a du côté du côté du secrétaire général, il prétend que ça a été en visioconférence. Alors qui dit vrai? Faut clarifier ces choses-là. Donc on a quelque chose de bien plus grave que ne le dit Léon Teller. Et d'ailleurs, nous, on regarde avec les amis du Cameroun ce que fera la justice camerounaise. Parce que moi, il y a plusieurs mois aujourd'hui que je dis qu'il n'y a pas d'État, il n'y a plus d'État de droit au Cameroun. La justice est aux ordres. On va avoir une manifestation très très claire de ce que je vous dis à l'issue de ce qui va se passer. J'ai entendu dire déjà qu'il y a un procureur qui a requis l'incompétence du tribunal. Vous vous rendez compte? Il faut quoi d'autre comme preuve pour montrer qu'il y a un problème? Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme preuve? Bref, je voulais saluer le courage et puis l'abnégation de ce jeune Camerounais, là, Léon Teller Onana, qui a pris sur lui. D'ailleurs, je l'ai reçu en télévision pour ça, parce que je trouvais qu'il avait une démarche qui était inhabituelle dans un pays où tout le monde est castré. D'ailleurs, je me demande comment il a échappé, comment il n'est pas passé à tabac, puisque c'est... La DPC, vous ne faites pas un pas sans qu'on ne vous convoque dans une chambre. On a entendu Roméo Dika être très loquace sur ces questions-là. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, et je crois que d'autres jeunes devraient s'en inspirer, même comme si j'ai été assez surpris de voir que parmi ceux qui ont été instrumentalisés, aller l'attaquer à longueur d'émission sur les plateaux, c'est d'autres jeunes du RDPC. C'est juste dommage. Parce qu'à défaut de mener le même combat, on pourrait se taire et ne pas être l'instrument par lequel on liquide un jeune. Observez bien que les vieux enfin, quand je dis les vieux,
les anciens si vous préférez, qui dirigent le Cameroun depuis les grands 3 dernières années, ils ont quelque chose de formidable, c'est qu'ils sont d'une très très grande solidarité. Ah oui, ils sont d'une solidarité. Pour être dans certains secrets, je sais qu'il y en a certains qui ont voulu prendre leur retraite et à qui le président a dit, mais non, tu restes, on partira tous ensemble. Et ils sont là, par solidarité, ils ne sont pas des coups de pute. Hein. Ce n'est pas les jeunes Camerounais d'aujourd'hui qu'on achète pour détruire d'autres jeunes et puis ils jouent à ce jeu-là sans se poser la question de savoir, mais les vieux, ils vont partir. Et demain, il y aura une nouvelle gouvernance qui va émerger. Qu'est-ce qui va se passer? Hein. Donc vraiment, à défaut de soutenir des initiatives, en tout cas le courage des jeunes comme ça, ben écoutez, il vaut mieux s'abstenir d'être la main qu'on utilise, le bras séculier qu'on utilise pour les défendre, pour les descendre, pardon. Et parlant de courage, on a vu aussi le commissaire Léopold Albert Ebene sortir de sa réserve après 18 ans de silence, sans doute pour respecter un code de l'honneur, sortir de sa réserve pour dire, mais non, si le but du jeu c'est qu'on nous remette quelqu'un d'autre du même système actuel, mais il vaut mieux que ça se gâte. Ben oui, et je le dis depuis, que nous avons face à nous des gens qui ne sont pas vraiment dans la responsabilité, et qui ne comprennent pas l'idée qu'aujourd'hui, pendant qu'eux ils mangeaient, les autres Camerounais n'étaient pas rassasiés. Les autres Camerounais, ils avaient faim, donc ils ne peuvent pas manger eux et décréter que tous les Camerounais sont rassasiés. Ça n'a pas de sens. Et donc, si nous on a supporté ça, pour nous c'est notre problème, mais on n'a pas le droit d'offrir ce Cameroun aux générations d'après, à nos enfants. Je crois que c'est la démarche d'un type comme le commissaire Léopold Ebene qui s'est jeté à l'eau et puis joue sa part de partition. Dans un pays où on n'a que des couilles molles, hein, tout le monde est couché, et puis la peur de mourir, ouais, on va me tuer, on va m'envoyer la DGE, on va m'envoyer un tel. Mais non, à un moment donné, il faut faire les sacrifices qu'il faut. Hein. Là, on est posé au calme, dans des pays où leurs ancêtres aussi ont travaillé, ils se sont sacrifiés pour offrir ces plateformes dans lesquelles on accourt dès qu'on a la moindre difficulté chez nous. C'est le prix du sacrifice de leurs parents, de leurs ancêtres ici en Europe. Donc voilà, il faut bien qu'il y ait un début à toute chose et je crois qu'aujourd'hui, le début doit venir de notre génération à nous. On va faire quoi? Laisser un autre gars du RDPC revenir pendant 40 ans et refaire la même chose qu'il y a eu avec le président? Qu'est-ce qui s'est passé? Ahidjo a laissé un pays prospère. On a passé 40 ans à détruire les acquis, c'est-à-dire les choses qu'il avait construites, on les a tous détruits. Au point où on a vendu même des sociétés qui étaient dans les pôles stratégiques de l'État, comme la Sonel, la SNEC et tout, la Régie Fercam et tout, quasiment au prix symbolique. Mais quand je dis prix symbolique, on s'entend. C'est-à-dire que les gars qui étaient chargés de cette privatisation, on leur a offert des comptes offshore. Et dans ces comptes offshore, on a mis le gros de l'argent. Et puis, ils ont déclaré au Cameroun, bon non, on a pu vendre seulement à 15 milliards et tout, alors qu'ils ont encaissé parfois le double, le triple de cette somme, à titre personnel. Vous vous rendez compte dans quoi on est? Donc, ils ont trouvé un pays qui était prospère, et puis ils ont tout détruit. J'ai entendu les gens dire, oui, les programmes d'ajustement structurel, c'est vrai, mais les programmes d'ajustement structurel, si on est vraiment, on nous parle d'intellectuels qui dirigent le Cameroun, permettez-moi de rigoler. Moi, je ne vois pas d'intellectuels au Cameroun. On ne peut pas avoir des problèmes d'eau, d'électricité et tous les problèmes basiques. Et vous avez des gens qui écument les télévisions à longueur de journée pour parler du sexe des anges. Hein? Comment ils appellent ça? L'impérativité du mandat. Mais c'est des débats aériens qui apportent quoi au quotidien des Camerounais? Rien du tout. Rien du tout. On doit parler dans le concret. Vous avez tous les docteurs, les professeurs incapables de trouver des simples solutions pratiques aux problèmes de notre pays actuellement. Et on vous dit que c'est eux qui ont le droit de citer sur les plateaux de télévision. Pour raconter quoi? Que des choses inutiles. Donc ce sont des intellectuels à qui on a imposé, entre guillemets, des diplômés, à qui on a imposé des programmes d'ajustement structurel. Mais est-ce qu'il faut sortir de Harvard pour dire à n'importe qui du FMI, à n'importe qui de la Banque mondiale, qui vient nous apporter un truc comme ça, qui nous dit non, l'État doit se désengager des dépenses de santé, doit se désengager des dépenses d'éducation. Il ne faut pas sortir de Harvard pour lui dire, mais écoute mec, ça fonctionne comme ça dans ton pays, en Europe. Pourquoi? Parce que vous avez 200 ans d'histoire.
Nous, on a des États fragiles qui viennent à peine de sortir de leur œuf. Si tu dis du jour au lendemain, la santé est payante pour tous, mais on n'a même pas eu le temps de construire des populations qui peuvent s'assumer financièrement. Donc si tu dis ça, on ne pourra jamais soigner. Il y a plein de gens qui vont rester sur le bord du chemin parce que la santé n'est pas accessible à eux. Et s'ils n'ont pas accès à la santé, mais avec qui nous allons construire le pays? Donc dans le cadre d'un pays comme le Cameroun, on n'aurait jamais dû accepter ces programmes d'ajustement structurel. On aurait dit non. Ça peut être progressif. Même le désengagement sur les dépenses d'éducation. Mais ce sont la ressource humaine de qualité sur laquelle investir. Pour avoir une ressource humaine de qualité, il faut qu'il y ait une politique d'État qui donne des bourses et tout pour fabriquer des cerveaux qui plus tard pourront créer de la valeur. Et avec cette valeur qui génère de l'argent, on pourra leur dire, bon, maintenant vous devez payer les études pour vos enfants parce que vous avez suffisamment de moyens. Mais on sortait de nulle part. On n'a pas encore cette masse critique pour étant en capacité par les connaissances qui sont les siennes de créer de la valeur, donc générer de l'argent. On a commencé à dire aux gens, non, vous allez payer l'école, vos enfants, on paye l'université et tout. On a plein de génies qui sont sortis des circuits. Et tout. Pourquoi? Parce que c'est des services que devait offrir l'État. Un jeune État comme le Cameroun qui se constitue. Moi, je l'ai vu au Sénégal. Le président Abdoulaye Wade, il a eu la même discussion. C'est là où je vous dis qu'il faut émettre de sérieux doutes. Surtout les gens qui viennent du Haut-Cameroun, qui sont des intellectuels, des docteurs et compagnie. Il leur a dit, écoutez, moi je suis professeur, j'ai une agrégation en économie. Vous ne pourrez jamais me prouver que si vous me demandez de ne pas financer l'éducation chez moi, dans 10 ans, je serai à un niveau supérieur. Il leur a dit non. Moi, je vais mettre 40% de l'argent du budget national pour faire quoi? Ben, pour offrir des bourses à tous les étudiants, à tous les lycéens. Qu'est-ce que ça a généré? En 10 ans de bourses et de 40% du budget pour l'éducation, ce que ça a donné, c'est quoi? Il y a eu toute une génération de cadres, d'ingénieurs, des médecins, des gens qui sont sortis et qui sont devenus des gens avec un pouvoir d'achat. Et puis maintenant, l'État peut se désengager progressivement. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il a travaillé à créer cette caste de gens qui ont un pouvoir d'achat et qui peuvent, eux, financer les études pour leurs enfants. En ce moment, on a l'État qui baisse. Donc, ils sont venus au Cameroun nous dire, non, programme d'ajustement structurel, on ne fait plus qu'on soigne. Quand on était petit, tu te blessais, tu allais à l'hôpital, on te soignait. Mais ce n'est pas du social, c'est de l'investissement. Si on ne le soigne pas, eh bien peut-être que c'est moi qui suis le cerveau qui a des solutions pour le Cameroun de demain. Donc, on me laissera sur le bord du chemin et je n'apporte rien au pays. Donc voilà, ces gens se sont cachés derrière ça, et peut-être aussi derrière une part d'incompétence pour laisser un pays être détruit. Aujourd'hui, on n'a plus de pays. Il faut être honnête pour le reconnaître. On n'a plus de pays aujourd'hui, plus d'état de droit. Nous, on regarde ce qui va se passer avec le RDPC. C'est le plus gros piège qui jamais n'a été tendu à la gouvernance actuelle, puisqu'ils aiment bien fanfaronner, aller à l'international, dire oui, le Cameroun est une démocratie et machin. Et donc, on va voir. On attend de voir comment la justice camerounaise va dire le droit, notamment en condamnant le RDPC, parce que là, ils sont complètement dans un flagrant délit de non-respect de leur propre test aujourd'hui. Mais j'entends de voir. J'ai entendu dire que le procureur dit que non, il requiert comment vous appelez ça, l'incompétence du tribunal. Voilà, c'est un peu ça tout le temps. Donc, sur cette question, c'est ce que je vais dire. Alors, il y a Mayo Binder qui dit soutien à Abdoulaye Harissou. J'ai entendu parler de ce monsieur-là, Abdoulaye Harissou. Je l'ai même écouté à la télévision. Et je vois un homme porté sur des valeurs. Et c'est un talent. Il en faut. Il faudra beaucoup de talent pour qu'on traverse l'étape à venir, là. Parce que c'est chaud, là. Ça va être chaud. Dans les prochains mois pour notre pays, parce que il y a quelque chose qui doit naître. Alors, est-ce que ça va naître dans la douleur? Est-ce que ça va naître de manière pacifique? Tout dépend des Camerounais, mais surtout, tout dépend de la gouvernance actuelle. Parce qu'à un moment donné dans la vie, il faut de l'humilité. Quand on a échoué, vous voyez, moi, j'ai fait ce que je pouvais ne pas qualifier d'erreur, mais ça a blessé des gens, je me suis excusé. Et je le pensais sincèrement. S'il fallait le refaire, je ne le referais pas. Alors, vous comprenez? Donc, je pense que cette démarche d'humilité peut être aussi celle de ceux qui nous gouvernent.
Pourquoi aller contre la volonté populaire? 43 ans pour faire des choses. Si vous n'avez rien pu faire, ben, c'est que vous ne pourrez rien. Même si on vous donne 100 ans de plus, vous ne pourrez rien faire. Parce que vous n'avez tout simplement pas une culture de bâtisseur, vous avez une culture de jouisseur. Voilà. Au moment où vous ne construisiez pas le Cameroun, vous achetiez des maisons à l'étranger, à l'international. Les comptes étaient garnis dans les banques et tout. Donc les mecs, vous ne pouvez pas aller laisser. Et puis d'autres personnes viennent. Maintenant, si vous voulez vous accrocher à tout prix, bon, ça donnera ce que ça donnera. Mais ça n'augure de rien de bon. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, penses-tu que les institutions chez nous sont devenues des instruments au service d'un clan? Ben, bien sûr, bien sûr. Il faut voir les systèmes de cooptation. Je vous en parlais tout à l'heure de Léon Teller. Je me disais, mais lui, c'est un ovni. Parce que dans cette gouvernance-là, c'est difficile d'avoir le moindre strapontin sans qu'on vous couche. Et donc, les gens qui, puisqu'ils ont mis en place la kakistocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes brillant que vous avez un poste ou que vous êtes coopté. Non, vous êtes coopté parce soit on vous a couché, soit on vous a fait faire un pacte humain et tout ce que vous voulez, un sacrifice humain. Et donc, un gars qui a fait ça, vous pensez qu'il doit allégeance à qui? Au peuple camerounais? Aux institutions? Ou il fait allégeance à la personne qui a été son parrain, qui l'a mis là? Donc, c'est juste, il ne faut pas rêver, quoi. Il y a Vivi qui dit qu'elle est restée longtemps dans le déni, mais là, elle est obligée de se faire une raison. Alors, David Bikim dit, Maï Binder, l'autre avait dit, je cite, Mbamileke ne sera jamais président au Cameroun. Allez, je viens de vous répondre sur la question, c'est des enfantillages. On est tous Camerounais, ceux qui peuvent apporter, et je crois que ils peuvent beaucoup apporter. Oui. Pourquoi? Parce que si on parle de la légitimité, vous voyez le prix du sang qu'ils ont payé là, dans l'histoire de notre indépendance, parce que les gens oublient souvent l'histoire. Chez nous, même ici, où les gens, où on a autorisé ces massacres, ils reconnaissent eux-mêmes le carnage qu'ils ont fait. Donc des gens qui sont mobilisés, qui ont payé le prix du sang fort. Pourquoi? Comment peuvent-ils être disqualifiés quand on parle de potentiels futurs gouvernants au Cameroun? Ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, ça n'a pas de sens. Il faut arrêter. Alors, Hervé-Henri Menot dit, bonsoir Vaillant Morgan, le tribalisme est anticonstitutionnel. La Constitution est le socle de notre unité nationale pour laquelle nous sommes égaux en droit. En effet, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'état de droit. Ça tombe bien, Hervé Menot est là. C'est le Camerounais qui a une sacrée paire de couilles. Il a une paire de couilles d'enfer. Il vit au Cameroun et il allait porter plainte contre qui? Près de 29 membres. Et bref, de la gouvernance actuelle pour l'usage qu'ils ont pu faire des fonds Covid. Il y a eu une décision de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui les a mis à l'index. Et puis, bon, il n'y a plus rien eu. Le président Biya, le grand chantre de la bonne gouvernance, de la démocratie, de l'état de droit, il n'a pas tiré les conséquences qui étaient simplement de décharger tous ces gens-là. Donc la Chambre des comptes de la Cour suprême, c'est pas l'opposition, hein, c'est les institutions même de l'État. On dit, bon voilà, ces gens-là, ils ont carburé en tapant dans la caisse et tout. Il faut les mettre à l'écart, mais qu'est-ce que le président fait? Rien. Donc il y a un Camerounais qui s'est levé, Henri Hervé Menot, pour dire non, et il a pris sur lui de porter plainte à ces gens-là. Et qu'est-ce qu'on a en définitive? Mais c'est les mêmes arguments qu'on commence à avancer pour l'affaire Onana, à mode, oui, on est incompétent, chaque juridiction se déclare incompétente pour juger une affaire qui part de quoi? Qui part quand même d'une condamnation de la Chambre des comptes, qui dit, bon, là, c'est pas normal. Et la justice classique de notre pays me dit, non, 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 vraiment, on n'est pas compétent pour juger de cette affaire. Donc, Henri Hervé Menot, beaucoup de respect, hein, un très grand respect à toi, cher frère du Cameroun, pour ce travail-là et pour la mobilisation. Alors, il y a Nadine NK qui dit, le monde est petit, Rip Komos, la voix du cinéma Le Capitole à l'époque. En effet, c'était la voix du cinéma Le Capitole. Mon ami d'enfance, que j'ai été enterré à Bayangam, c'était le fils du roi des Bayangam, Pokwamkom Christophe, donc il y a plus de 25 ans aujourd'hui. J'étais allé à Bayangam pour l'enterrer et tout, et j'ai toujours en mémoire son souvenir et tout.
pour ceux qui disent, qui osent penser qu'on peut être des gens qui apprécient les autres parce qu'ils sont d'une tribu ou d'une ethnie et tout. Voilà. Donc le monde est vraiment petit, Nadine Nka, donc faites attention quand vous voyez des gens et vous voulez les réduire à- Ah ben Nadine Nka était à ce deuil à Bayangam, donc on a dû se voir à Bayangam, puisque j'y étais avec Joyce Fotso et puis Alex Yewe et puis un certain nombre d'amis à l'époque de Comos. On a été là-bas. Voilà. Alors, Vivi, Nanou, un plaisir de te revoir. Ben écoute, c'est partagé, hein, moi aussi. Mayo Binder, Morgan Palmer, pourquoi l'autre a insulté la population de l'extrême nord, du nord de Mouton? Je ne sais pas qui l'a fait, mais bon, ça rentre dans le même cadre de ce que je viens de dire. Il y a pas de Mouton, il y a une élite corrompue, hein, qui a préféré s'aborder les intérêts. C'est pour ça que je dis le Cameroun d'après ne peut pas être le Cameroun actuel. Le Cameroun d'après, il y aura un pacte des communautés. Je ne parle pas des pactes de personnes regroupées dans les fraternités, hein, parce qu'on est maçons et donc c'est nous qui devons diriger le destin du Cameroun et profiter des richesses de tout le Cameroun seul. Non, ça c'était avant. Le Cameroun qui vient, ce sera un pacte des communautés. Chaque Camerounais doit bénéficier de la richesse de notre pays. J'ai par exemple vu là, il y a des gens qui disaient ouais, mais pourquoi on invite telle personne? Non, c'est l'argent du Cameroun. Chaque Camerounais a le droit de profiter de l'argent du Cameroun. Je dis bien chaque Camerounais. Mais c'est le problème qui se pose, c'est quand vous avez certains qui décident que bon voilà, c'est nous qui sommes là et c'est nous seuls qui devons profiter. Là, il y a un problème, quoi. Donc voilà, moi je sais pas ce que c'est un Camerounais comment vous appelez ça? Un Camerounais du Nord. Alors, Henri Hervé me dit, nous sommes en rupture de confiance publique et ce parti-État va imploser au risque d'effondrer nos institutions. Notre préoccupation citoyenne est de canaliser cette chute pour que notre pays puisse retrouver des lendemains meilleurs avec une offre différente du système néocolonial. En effet, Franck Chegui dit que la justice camerounaise est une grande plaisanterie actuellement. En effet. Mais il y a des gens quand même qui oublient que les comptes seront rendus individuellement, hein. Le moment venu, on ne tiendra pas compte du fait que non, j'agissais, le système était comme ça. Non, chacun a sa responsabilité. Chacun a sa responsabilité. Vous n'allez pas prendre des fusils pour tuer les Camerounais et dire que non, on obéissait aux autres. On n'obéit pas à des ordres illégaux. Donc dites non, quitte à ce qu'on vous vire de vos postes et puis on retiendra pour l'histoire que bon, lui, on l'a viré parce qu'il a dit non. Et ne croyez pas que c'est être héroïque de le faire. On a vu au Sénégal, hein, ces gens qui ont refusé l'ordre d'aller abattre des opposants, Ousmane Sonko et Diomaye, et tout, ils ont dit non, on ne le fait pas. Ils ont été révoqués. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il y a une justice divine, quelque temps après, Sonko, Diomaye sont arrivés au pouvoir, et ces gens aujourd'hui sont ministres dans le gouvernement. Donc il faut que les gens portent leurs couilles, c'est tout, hein. Voilà. Et que les gens arrêtent de faire dans leur froc, dès qu'on dit la moindre chose, oh non, 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 moi j'ai peur, on va me faire ceci, on va me faire cela. Le commissaire Léopold Bénet peut dire la même chose, j'ai peur. Vous pensez qu'il n'a pas de famille, qu'il n'a pas d'enfants, des familles qui vivent au Cameroun? Mais non. Mais c'est un engagement. C'est un engagement pour que les choses changent dans notre pays pour le bien de tous. Donc, Mayo Binder, vachement militante, nous dit que de Kousseri à Batouri, c'est Abdoulaye Harissou. Oui, mais ce serait bien. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit reposer. Moi, je soutiendrai tout talent qui me laisse l'impression d'être un patriote profond et qui est habité par l'idée d'une réforme totale du système camerounais. Un système où on fera appel à des talents, fera appel à de la vraie expertise, un système qui ne connaîtra pas le tribalisme, un système qui est mu par l'idée de servir au lieu de se servir, afin que leur service soit utile pour le Cameroun. Voilà. Quiconque porte ces idées aura mon soutien, puisque moi je suis candidat à rien. Juste un acteur du changement, et un très grand activiste du changement, si on peut le dire, et puis on fait tout ce qu'on peut pour qu'on apporte des solutions à notre pays, qu'on ne peut pas laisser dans son état actuel. Alors, il y a qui d'autre?
Il y a Catherine qui dit, de toute façon, comment ils gèrent leur parti, c'est pour eux qu'ils aillent se reposer. Oui, c'est vrai, Catherine, Hélène, qu'ils aillent se reposer, parce qu'on, voilà, il y en a marre. Quelqu'un dit, peut-on être président de la République et être en même temps président d'un parti? Très bonne question, Georges Penda. C'est-à-dire qu'on est sur une imposture depuis le départ. La constitution camerounaise dit qu'on ne peut pas, quand le président de la République ne doit pas avoir d'autres mandats électifs. Mais depuis 1986, je crois que c'est en 86 ou en 84 que le RDPC a vu le jour. Je ne me rappelle plus très bien, c'était à Bamenda, je crois 86, un truc comme ça. Le président Biya est toujours président national du RDPC. C'est-à-dire que violation flagrante de notre constitution. Et ça ne dit rien aux gens. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure du jeune Léon, qui ménage, parce que je ne pense pas, quand je regarde son niveau d'acuité intellectuelle, je ne pense pas qu'il puisse ignorer ces choses-là, mais il les a pas relevées. Hein. Voilà des incongruités. Donc Georges Penda, on est d'accord que ça aussi même, déjà, c'est un problème. Et personne ne l'a relevé jusqu'aujourd'hui. Et c'est là où on est en droit de s'interroger sur notre opposition camerounaise. Vous pensez que tous les grands qu'on a là, qui connaissent les questions liées de droit et compagnie, pourquoi ils n'ont jamais posé de questions sur ça? Pourquoi ils ne sont jamais indignés de dire, mais voilà, président national du RDPC et candidat naturel du parti? C'est bizarre, quand même, non? Sachant que, je crois qu'ils sont salariés, hein. Ça veut dire que lui, il est président de la République, il ne doit pas avoir une autre fonction salariée ailleurs, mais il touche des dividendes dans le cadre du comité central du RDPC, auquel il appartient toujours. C'est illégal complètement. Donc je suis d'accord, Georges Penda, normalement, le président Biya ne doit plus rien avoir à faire officiellement avec le RDPC. Voilà. Le RDPC Cameroun est une dictature, il n'y a rien à comprendre. Tout à fait d'accord, mon cher Gassard Rouvier. Alors, Louise-Marie Loé dit, le débat politique au Cameroun a besoin de votre grandeur d'esprit. Impliquez-vous, dit davantage d'une manière ou d'une autre. Merci, Louise-Marie. Franck Chegui dit, en fait, vous avez raison, l'appartenance ethnique n'est pas importante. Le problème de l'équipe gouvernante actuelle est qu'elle est incompétente. C'est vrai. Elle est incompétente, personne ne peut discuter. Mais ces gens, ils ont créé quoi? La question de base, qu'est-ce qu'ils ont créé? 43 ans, on n'a rien qui marche. Il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité. À l'époque, moi je me rappelle, le train, on avait 3 trains par jour. On avait même la couchette la nuit pour aller de Yaoundé à Douala. Toutes ces choses ont disparu. Moi, quand j'étais au Cameroun, gamin, il y avait Célucam. J'étais à Tchang dans mon enfance. J'habitais au centre climatique et tout. Il y avait un aéroport à Tchang. Hein, pas très loin du lac Photo, pour ceux qui connaissent un peu Tchang. Hein, on avait construit l'aéroport dans la proximité, certainement pour que, bon, en cas de sinistre, qu'on puisse trouver de l'eau, des pompiers et tout. Il y avait un aéroport. Nous, on voyageait avec mes parents pour revenir dans les métropoles à Yaoundé ou à Douala en prenant de l'avion, certaines fois. Tout a été détruit au Cameroun. Donc, vraiment, des gens comme ça qui continuent à penser qu'ils peuvent être une solution. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Et là, à l'international, nous sommes en plein débat sur ces questions-là. À l'international, avec les partenaires, les amis du Cameroun. Comme ça, ou si vous préférez, les partenaires du Cameroun, dans le débat. Vous avez le choix, soit vous continuez à soutenir ces gens-là, et bon, il n'y aura pas plus de pays. Hein. C'est aussi simple que ça. Je le dis. Et quand je le dis, ne me dites pas, c'est un pouce à l'insurrection. Mais c'est juste que on ne peut pas continuer. Mais d'où vient l'idée, par exemple, j'ai entendu dire que aujourd'hui, au niveau du RDPC, ils travaillent le schéma selon lequel le président il laisserait un de ses fils aux affaires. Mais vous pensez qu'Aïdio n'avait pas d'enfants? Aïdio avait des enfants, Aïdio avait des amis. On a connu les Sadou Daoudou à l'époque, tout puissants, les amis d'Aïdio à l'époque. Mais ce type-là, il a appelé qui? Il a appelé un boulot du Sud pour lui dire, bon, c'est toi qui va prendre les choses après moi. Donc comment vraiment certains, au regard du bilan catastrophique qui est les leurs aujourd'hui, peuvent imaginer un seul instant que l'après cette catastrophe, ça va être encore eux? Ça n'a pas de sens, honnêtement. Si au moins on était sur un bilan réduisant, disant, bon, les gars, ils ont travaillé, nous-mêmes on voit tout ce qu'ils ont construit, bon, voilà, on pourrait dire, oui, ils ont bossé, donc c'est légitime qu'ils revendent. Mais ils n'ont rien fait.
Ils ont détruit ce qui existait, enrichi à titre personnel. On a vu des gens privatiser quasiment le patrimoine de tous les Camerounais. Ils ont fait du bois du Cameroun leur affaire personnelle. Là. Les grumiers passent, ils tuent des enfants, personne ne rend compte, ils ne payent pas de taxes et tout et tout. Mais quand même, comment des gens comme ça peuvent envisager un seul instant être une alternative au cauchemar que les Camerounais vivent aujourd'hui? Moi, vraiment, j'émets des réserves. Tout en n'étant pas là pour exacerber les chasses aux sorcières. Parce que je pense qu'il faudra qu'on sorte de l'épisode de la haine, là, qu'on sorte de ça pour construire. Parce que le Cameroun d'après, il faut qu'on se projette. On ne peut pas avoir le même esprit qui doit bâtir, habité par des Roland de ouais, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. Il faut que non, il faut qu'on passe à autre chose. Il n'y aura pas assez de temps. Il faut travailler rapidement pour rattraper le temps perdu. On peut y arriver, c'est rien. C'est le gars qui arrive au pouvoir aujourd'hui, il dit bon voilà, première décision, maintenant on fait une gouvernance de talent. Tous les gens qui ont de la diaspora et d'ailleurs qui ont de l'argent, le pays met en place une espèce de Small Business Act. Aux États-Unis, c'est une loi qui donne la préférence des marchés nationaux aux entreprises locales. Donc voilà, Small Business Act, la préférence de tous les gros marchés au Cameroun. Il faut créer des champions locaux. Oui, qu'on arrête de faire cette croissance qui profite, qui est rapatriée, qui profite aux multinationales, qui la rapatrient aussitôt chez eux. Et donc il y a rupture de création de la chaîne de valeur. On n'est pas en train de profiter de faire ça. Il faut ramener tout le monde autour de la table et des gens compétents, rien que la compétence. Et je vous dis que la suite là ne doit pas être démocratique. C'est moi qui vous le dis. Parce qu'on est à un niveau de pourriture dans les esprits que quiconque viendra pour commencer à mendier l'assentiment des Camerounais, eh ben, il va s'embourber dans une affaire. Il faut un pouvoir fort, dirigiste. On ne fait pas pipi là, on vous attrape en train de faire pipi. Parce qu'on aura généralisé la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale. Où que vous soyez, que vous jetez un papier, on peut avoir votre identité instantanément. Parce que vous êtes filmé par une caméra qui dit, bon, c'est M. Palmer qui est né à telle date, qui habite à tel endroit. On vient vous prendre devant vos enfants et on vous met 50 coups aux fesses. Et puis les gens vont se discipliner. Et il y a trop de pourriture dans les esprits au Cameroun. Trop de pourriture. Donc on ne peut pas en sortir autrement que par l'ordre, la discipline. Et donc pour ça, il faut des gens qui sont patriotes, capables de se sacrifier même à titre personnel pour que ce pays puisse aller de l'avant. C'est tout simplement ça. Alors, il y a qui... il y a Solange qui dit mon PV que le résultat ne suit pas, qu'on y place n'importe qui tant que le peuple ne souffre pas en avance. Mais tout à fait. Hein? Que font les Camerounais dehors? Que font les Camerounais dehors? On a un pays sur le plan spirituel qui pèse très très lourd dans l'histoire du monde. Il y a des secrets que vous apprendrez bientôt. Vous comprendrez pourquoi beaucoup de gens qui parlent de partout, quand il s'agit du Cameroun, ils se taisent. Les connaisseurs connaissent, ils savent ce qu'il y a au Cameroun. D'accord? Donc un pays comme ça ne doit pas avoir ses ressortissants qui sont à l'étranger. Ils font quoi à l'étranger? Il faut libérer les énergies. Il faut sortir de ce pacte. Il y a eu un pacte dans les années d'indépendance qui a consisté à dire, bon, les gars, on va vous mettre au pouvoir, mais vous ne construisez pas. Quand Ahidjo, qui a signé ce pacte, est arrivé aux affaires, il s'est rappelé qu'il était d'abord un Peul, un Camerounais, et qu'il ne pourrait pas se regarder dans la glace. S'il passait sa vie à jouer contre les intérêts de son pays, il s'est mis à travailler, à construire. Et puis ces gens ont pensé à un moment donné que ben non, il n'est plus en train de faire le deal comme on s'est entendu. Donc il faut l'écarter. On l'a écarté, on a entendu les gens nous dire ce qui s'est passé. En nous racontant l'histoire. Et on a mis le président Biya, c'est toujours ce qu'ils font. Hein. Ils prennent toujours un type à côté et tout, on dit, bon voilà, toi tu vas être loyal, tu vas être fidèle à ce qu'on te demande. Oui, allez. Et puis on a entendu le président Biya sortir de l'Élysée et déclarer qu'il est le meilleur élève de la France. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, ils peuvent penser que c'est une simple parole en l'air. Attention, le président Biya, c'est un très grand mystique. C'est pas un type qui parle n'importe comment. Il a de la parole rare. Ça veut dire que quand il ouvre sa bouche et il dit quelque chose, mais prenez le temps de bien analyser de fond en comble. Il a dit, je suis le meilleur élève. C'était en d'autres termes,
Bon, je fais exactement ce qu'on m'a demandé de faire. Et ce qu'on lui a demandé de faire, c'était quoi? C'était de détruire toute la base qu'Aïdjo avait commencé à construire, qui mettait le Cameroun dans un pays intermédiaire, dans la catégorie des pays intermédiaires. Et donc, si on avait continué sur la même poussée qu'Aïdjo, 20 ans, 30 ans plus tard, aujourd'hui, le Cameroun serait comme la Corée du Sud. Parce qu'on était parti. C'était de la fusée ressources humaines de qualité. Vous vous rendez compte des ressources matérielles, minières et compagnie, tout ça. Mais qu'est-ce qui manquait à notre décollage? Rien. Juste un leadership vertueux. Et donc, on a mis aux gens, au pouvoir, des gens à qui on a mis une épée de Damoclès sur la tête. Vous nous sabotez tout ça. Regardez, rien ne marche au Cameroun. On vous dit qu'on construit des barrages. On construit Mainveleux. On met 400 milliards sur la table. Et on dit, bon, on va construire 215 mégawatts. Après ça, on n'aura plus de problème de délestage au Cameroun. Moi, j'ai visité Mainveleux. Et quand lors de ma visite là-bas, démonstration, il démarre des turbines et il n'y a que 2 turbines. Il y en avait 4, il n'y a que 2 qui tournent. Et puis, par curiosité, je dis, mais allez, pourquoi il n'y a que 2? Pourquoi les 2 autres? Et puis on me dit, non, il y a eu un vice de fabrication. Si on fait tourner les 4 turbines au même moment, le barrage va s'écrouler. Écoutez-moi, ça. Ça veut dire qu'on a payé 400 milliards pour 215 mégawatts, mais à la fin, et je ne pense même pas qu'il y ait une communication autour de ça, à la fin, il n'y aura que 80 mégawatts de courant électrique. Puisque les 2 autres, on ne peut pas faire tourner les 4 au même moment. Voilà l'explication qu'on me donne, c'est grave. Vous pensez que c'est un hasard? Non, c'est du sabotage. Parce qu'on sait que la base, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut y avoir aucune industrialisation au Cameroun. On ne peut rien construire de grand, pas créer des emplois de masse, tant qu'on n'a pas réglé la question énergétique. Donc on nous a piégés à ce niveau. Au niveau où tous les projets d'énergie au Cameroun sont sabotés. Mais sabotés comment? Avec la complicité de nos propres frères. Parce que c'était l'agenda de l'époque. Rien ne doit bouger. Vous êtes là, on vous garantit d'être au pouvoir, on va vous protéger, vous, vos familles, mais rien ne bouge. Vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de projet qui amène le Cameroun à être au-delà de ce qu'il est. Voilà le deal. Il ne faut pas avoir honte de le dire, puisque aujourd'hui, c'est su de tout le monde. Mais est-ce que ça peut continuer comme ça? Nous, on dit non. On dit non parce qu'on est 30 millions. À l'époque où ces deals-là se passaient, on était à peine 5 millions. Aujourd'hui, on a 30 millions de gens qu'on a fait manger. Et on ne peut pas répondre à ça en disant, bon, non, on les sacrifie parce que, bon, il faut continuer à développer. L'Occident, c'est bien qu'on ne menace pas la vie de l'Occident. Parce qu'il faut être intelligent. Si vous poussez les autres à les derniers retranchements, ils n'ont plus la possibilité de manger. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lutter de toute leur force, même s'il faut vous détruire, et ils en ont les moyens, pour ne pas mourir. Donc il faut juste trouver une nouvelle base équilibrée de rapports qui font que nous, on émerge, et eux, ils ne sont pas détruits. Et donc on avance de cette manière, de manière équitable. Mais on ne peut pas continuer avec un système comme ça. Tous les projets que vous voyez au Cameroun sont sabotés volontairement. Parce que le but, c'est que si un projet va générer un effet multiplicateur pour l'économie, mais c'est dangereux, parce que ce n'est pas dans l'agenda. L'agenda, ce n'est pas que les choses se développent. C'est ça le deal qu'on a obligé nos aînés à signer à l'époque. Sauf qu'il est temps aujourd'hui que les choses changent, qu'on essaie d'aller vers autre chose. Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait des ruptures brutales, parce qu'on ne construit pas un pays sans sérénité. Et dès que vous allez sur des ruptures brutales, vous ouvrez aussi la place à la psychose de quoi? De la déstabilisation. Parce que les autres ne vont pas rester les bras croisés en disant, ok, les Camerounais ont décidé de partir, nous, nos gens n'ont pas à manger, chez nous, on va laisser comme ça. Non, ils vont lutter de toute leur force pour empêcher que les choses soient comme ça. Et donc, nous, on n'aura pas la paix aussi. Or, il faut de la paix pour construire. Donc, il faut être malin pour partager. Comme ça, on avance, les autres aussi avancent. Il n'y a personne qui a intérêt à ce que le pays soit dans la chaîne libre. Mais on ne peut pas continuer avec la géopolitique de Gaulle, où l'Afrique, on vient prendre et puis les gens meurent de famine en Afrique, il n'y a rien. Vous pensez qu'il n'y a pas de courant électrique au Cameroun aujourd'hui parce qu'on ne sait pas comment on fait du courant électrique? Soyons sérieux. C'est que c'est une volonté que les choses ne bougent pas, qui est entretenue par nos gens en nous. Et si vous voyez que chacun, il s'en fout et tout, c'est même parce qu'ils savent qu'ils travaillent pour des intérêts et ils seront protégés par ces gens-là. Donc nous, ce qu'on dit à l'international, à nos partenaires internationaux, c'est qu'on leur dit non, ça ne peut plus continuer. Et on leur dit ça droit dans les yeux, hein. Rora, que non, on ne peut plus continuer comme ça, quoi. Parce que nous, les enfants, là, en plus, quand vous faites ça, maintenant, les enfants n'ont rien à faire là-bas, ils vont prendre la mer.
Il y a ceux qui meurent. Le peu qui réussit à traverser ici, c'est vous encore qui, chaque édition de journaux, vous les stigmatisez. Oh, les Noirs et tout et tout. Or, vous savez ce que vous-même vous avez créé là-bas pour que les gens n'aient pas envie de rester. Donc, il faut remettre à plat ces accords-là et puis revenir à quelque chose. Et malheureusement, aucun de nos aînés, bien qu'ils aient une épée de Damoclès sur la tête, aucun d'eux n'a le courage au moins de dire que bon voilà dans quoi on est mort dans le film. Aucun d'eux ne le dit. Donc, moralité, les populations sont là, personne ne comprend ce qui se passe, quelle est la souffrance, d'où ça vient et tout. On est là, on tourne en rond, on tourne en rond. Voilà. Quand il y en a un qui essaie de parler, au lieu de se dire on va régler les problèmes, non, on envoie des cohortes de tueurs de la DGRE aller le tuer. Et il commence à monter des stratagèmes. Il mange dans quel restaurant à Paris, il sort avec quelle fille et tout, pour passer par eux. Vous voyez à quoi sert l'argent public? Alors que tout ce qu'on veut, c'est juste qu'on règle les problèmes, c'est tout. Donc on est d'accord, Solange, que le résultat ne suit pas. Nous, on s'en fout de qui est président ou de qui est ministre. Si les gens travaillaient pour le pays, qui restaient même 100 ans là-bas, on s'en fout. Hein. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des résultats. C'est aussi simple que ça. Alors, on a qui là? D'autres. Qu'est-ce qu'il dit? Alors. Bon, j'arrive pas à voir tous les autres commentaires qui apparaissent. Voilà. Mais je pense que pour l'essentiel, on s'est dit tout. En tout cas pour ce soir. Je vais faire juste un petit récap sur la question du retour de M. Kamto, le président du MRC. Je trouve que, allez, ça n'a pas de sens cette agitation. Un leader politique qui rentre a le droit de se réjouir avec ses supporters. Dans une démocratie, c'est un classique. À la limite, c'est même le MRC qui devrait demander au pouvoir, aux autorités sécuritaires du pays de mettre quelques militaires et quelques policiers pardon, pour encadrer. Mais on n'a pas besoin pas de besoin de tension, d'une état d'urgence quasiment hein, dans le pays, sachant que cette même police-là, quand on a des microbes qui sévissent dans le doigt-là, on ne voit aucune de ces autorités prendre leurs responsabilités. Donc ça n'a pas de sens. Laisser le MRC et tous les autres partis faire leur vie. C'est tout. Maintenant, pour tuer, si vous voulez pas que ces gens-là soient audibles, travaillez. Vous n'avez pas travaillé. Bon voilà, maintenant, allez vous reposer. C'est aussi simple que ça. On est des frères, ne nous poussez pas à poser des actes vaches qu'on va regretter après parce que c'est la famille. Tu tues un tel, après même c'est ton deuil. Encore. Ah oui, j'ai participé à le tuer, maintenant c'est moi qui dois l'enterrer. Donc ne poussez pas les Camerounais à poser des fraticides. Parce que c'est pas ça qui va nous permettre d'avancer. S'il vous plaît, aidez-nous. Vraiment, vous n'êtes pas dans le coup. Ne poussez pas parce que c'est vers ça qu'on est en train d'aller. La tête utesse, vouloir s'accrocher par tous les moyens en faisant preuve d'arrogance, comme on le voit aujourd'hui, ça ne va engendrer quoi? Ça va engendrer une extrême violence et c'est vous qui serez les perdants. Parce qu'il n'y aura aucun soutien de l'international. Il ne faut pas rêver. Hein. L'international ne pense qu'en termes de ses intérêts. Donc je crois qu'ils sont en train de comprendre, pour ne pas dire ils ont déjà compris que s'ils veulent continuer à avoir une part d'intérêt dans ce pays-là, ils sont obligés de composer avec la masse critique de gens qui pensent qu'aujourd'hui on ne peut plus continuer avec ce système. Ou sinon on arrive à un Cameroun qui est partitionné. Les tout pourris, ils se rallient ou ils créent leur micro-État. Bon, allez, comme certains de nos frères, Boulou, ils veulent trop. Bon, voilà, ils vont créer l'État Boulou dans le truc. Et les Bamis vont chez eux et tout. Et en ce moment, il n'y a plus de Cameroun dans ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà, maintenant, si on veut garder cette entité, on est obligé de repenser la façon de gérer les choses. On ne peut plus laisser faire des choses comme ça se passer avant. Voilà ce que je veux dire. Donc vraiment, laisser le MRC et puis permettez qu'il y ait une vitalité politique. Moi, j'ai aimé l'idée qu'il y a un parti qui organise des événements à l'étranger qui marchent. Même pour l'image du Cameroun, c'est pas mauvais de voir que les Camerounais peuvent se mobiliser. Je trouve que
C'est même plutôt bien. Maintenant, laissez-les le faire aussi à l'intérieur. Ça n'a pas de sens de vouloir bloquer ça. Maintenant, RDPC, tout n'est pas dit, hein. Il y a beaucoup de secrets qui y a derrière cette affaire de Télé Onana. Je pense que quand les Camerounais sauront réellement et que peut-être que ce dernier sera dans l'idée de rupture définitive ou de rupture totale, s'il arrive à ça, par exemple, il y a beaucoup de choses qui vont sortir et qui ne sont pas des choses qui sont plaisantes. Hein. On n'est pas, c'est pas du tout un parti démocratique, le RDPC. C'est une vraie mafia avec à la tête quelques petits caciques qui ont mis en place des schémas de cooptation. Ces schémas de cooptation sont ceux qui sont décrits par leurs propres militants. Écoutez Roméo Dika, vous comprendrez ce qui se passe là-bas dans ce parti. Alors, il y a quoi de démocratique à dire à un père de famille, tu viens, tu baisses ta culotte et tu laisses que je t'encule? Il n'y a rien de démocratique dans ça. Hein. C'est de la violence pure. Et qui sont ces gens-là qui font ça? Vous imaginez que, comme les choses vont changer là, donc on va chercher tous ces gens-là, hein, pour leur dire, bon voilà, vous faisiez ça, Grégoire, tu faisais ça, bon viens, on va le faire, on va prendre des prisonniers à Konengi, ils vont passer à tabac les uns après les autres. Vous imaginez un peu les choses comme ça? C'est de la violence gratuite, on n'en a pas besoin. Vraiment, il faut qu'on passe à autre chose, qu'on soit des gens civilisés pour construire un après-pays. Voilà, les amis. Je ne sais pas combien de temps on a fait, mais je pense qu'on est resté déjà assez longtemps. On aura le temps de se reparler dès que j'ai d'autres créneaux. Alors, très très bientôt. Donc on va se reparler très vite. Il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je ne peux pas tout le temps intervenir. Ouais, parce qu'il n'y a pas le temps matériel. Et puis, bon, vous voyez, intervenir aussi, ça peut nous valoir parfois des mécontentements. Et Solange Guénan dit non, c'est pas par solidarité. Ils se tiennent par des dossiers noirs que chacun détient de l'autre. Oui, je suis d'accord, Gassa Rouvière. Rien de bon ne peut venir du FME, de la Banque mondiale. C'est bien connu. Vous savez que même sur les endettements qu'on fait à nos pays, là, c'est des mafias. Donc on vient, on dit, bon, allez, on vous donne la dette, comme c'est les générations d'après qui payent, ils se partagent l'argent. Hein. Quand vous entendez que le FMI a donné tant nombre d'argent, qui vont les dettes là? C'est les courtiers. C'est-à-dire c'est des gens qui ont à la base ont intérêt à ce que l'opération soit conclue pour qu'ils gagnent une de leur part. Mais le problème, c'est que si c'était à ces gouvernants de rembourser la dette, bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'on fait porter ça aux générations d'après. Donc, histoire de dire que pour nos enfants qui viennent, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver une montagne de dettes dont ils n'ont jamais profité parce que ça n'a pas construit des routes, ça n'a pas mis l'électricité électrique, ça n'a construit aucun projet. Et donc, les gens là ont pris, ça a enrichi plutôt quelques-uns. Bon, enrichi, entre guillemets, parce qu'on sait comment ça va finir. Tous les gens, je vous le dis tous les jours, vous tous qui mettez de l'argent à l'étranger, là, sachez que vous n'avez pas d'argent. Parce qu'on connaît ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que dès que ça va s'arrêter là, bim, toutes vos cartes seront désactivées. Et ceux qui vont vouloir faire les téméraires, on va les menacer d'arrestation. Et puis voilà, ça va être la pauvreté pour tout le monde, parce que l'on voit des élus ici, hein, on voit des anciens ministres, premiers ministres et compagnie, d'autres pays ici, ils sont sans dessous. Hein. Ils n'ont pas une seule thune. Et tu te demandes, mais putain, vous étiez à la tête de milliards et tout, qu'est-ce que vous en avez fait? Bon, on sait ce qui se passe. Donc, je crois que le moment est peut-être arrivé de battre le rappel de l'argent. Si vous ne pouvez pas vous exposer en vous mettant devant pour investir, mais trouvez des prête-noms. Appelez-nous, appelez un tel et tout qui se mettent devant pour porter un projet, parce que votre argent n'a d'avenir que de cette manière. Si vous pensez que c'est gardé dans les paradis fiscaux, vous allez en jouir, vous n'allez pas en jouir. Il y a 15 ans en arrière, je me rappelle, j'ai rencontré le mari d'une femme présentée comme la femme la plus riche d'Afrique, ici à Paris. Et je me rappelle, je lui avais dit à l'époque que d'acheter des trucs au Portugal, les sociétés d'État au Portugal qui font faillite, investis ton argent, investissez votre argent en Afrique et tout, parce que tout cet argent est perdu. Il suffit d'une simple loi de nationalisation et vous avez tout perdu. Ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui? Ils sont dans la lecture de l'heure. Exactement. Donc c'est pareil pour nos frères qui sont là-bas, qui pensent qu'ils sont riches, ils ont mis l'argent dans... Ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. La plupart sont des villageois.
que le président Biya a érigé sur la scène publique. Et puis du jour au lendemain, ils croient, ils ne connaissent pas comment ça fonctionne, le monde. Donc un bouton qu'on appuie, tac, puisqu'on sait où sont leurs comptes. Qu'est-ce qu'ils croient? Que les services ici ne surveillent pas? Vous ouvrez un moindre compte ici à 5 000 euros, on a déjà épluché tout enfant, vous allez venir mettre 1 million d'euros et on ne sait pas à qui ça appartient, d'où ça vient. Ou vous pensez que vos prêtres non la font illusion, mais non. Donc tout cet argent va être bloqué, verrouillé, c'est de l'argent perdu là, d'office pour le Cameroun. Donc il est temps de rapatrier ces sommes-là. Et à défaut de vous mettre devant pour créer des projets, donnez-le à des gens qui ont la capacité d'être des agents économiques pour que ça commence à aider le pays et que demain, vous ne mouriez pas pauvre. Parce que même financer une dialyse, ça va dépasser beaucoup d'entre vous. J'en vois ici tout le temps. N'oubliez pas que nous, on est là. Vous êtes au Cameroun. Nous, on bouge, on va à gauche, à droite, on voit les problèmes, on sait ce qui se passe réellement dans le monde. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça. Vraiment, prenez pas l'argent du Cameroun, vous le laissez ici et puis d'autres personnes vont en profiter, pas les Camerounais. Ça n'a pas de sens. Rapatriez l'argent. Et puis, investissez dans les projets. C'est important. On a 30 millions de jeunes qui sont assis dans les maisons, qui n'ont rien à faire. Ils ont besoin d'activité. Et puis, ayez le courage de régler les problèmes. Le problème de l'énergie, il faut le régler. Et sortez du faux deal de rien ne bouge, le sabotage des projets. On sait. Vous pensez que Mekim, ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'expertise pour faire marcher les projets? Non, c'est fait exprès. Donc on a sorti un projet là pendant 10 ans, vous entendez la communication, pose la première pierre, ils savent très bien que ça ne va aller nulle part. C'est fait exprès. Et puis vous voyez, ça ne va nulle part. Comme les peuples sont tenaillés par la famine et que personne ne peut demander des comptes, les gens ne suivent même pas ce qui se passe. Et puis c'est un projet enterré. Mais il y a une dette qui va être payée par les générations d'après. Non, ça ne peut plus continuer. Voilà, donc il faut se bouger les gars et puis repartir à autre chose. Alors il y a Hippolyte qui nous rejoint. Je voulais dire merci à tous qui avaient pris le temps d'écouter cette petite conversation que je veux en quelque sorte de partage, de retour d'expérience. J'allais parler d'éducatif, mais ça va faire un peu prétentieux. Donc je préfère dire un retour d'expérience. Parce que voilà, nous en avons besoin dans le pays d'avoir la vraie information de ce qui se passe. Mais comme je l'ai dit, vraiment, le truc, l'agenda aujourd'hui, c'est pas occuper l'espace discursif par des débats aériens. Impérativité du mandat, non-impérativité, ça n'apporte rien au plat du Camerounais en fin de journée. En fin de journée, là, est-ce que les gens ont la lumière? Ils dorment dans l'obscurité, ils se font piquer par des moustiques, ils vont puiser de l'eau de bête pour nos populations du nord du Cameroun, c'est ça qu'ils boivent. Donc, est-ce qu'après ça, on peut dire qu'on a des intellectuels, qu'on a des cerveaux? Mais ils ne peuvent pas régler les problèmes basiques. Et puis, c'est des cerveaux en quoi? Qui nous répètent la science inlassablement, la science des autres. Répéter la science des autres ne fait pas de vous des scientifiques. C'est des gens qui créent des théories, qui regardent. Oui, ça ne marche pas chez moi, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des gens comme Séverin Quezeux, j'en parle assez souvent, brillants, inventeurs, c'est des gens comme ça, qui doivent occuper l'agora parce qu'ils ont des choses palpables, tangibles à transmettre, à dire, mais pas, occupez pas le bavardage, ça perd du temps. Vous voyez, au Mali, là, ils ont dit plus de démocratie jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, si ce pouvoir travaille à construire le progrès, mais pourquoi vous voulez qu'on vienne les embêter avec du bavardage? Non, on a besoin de construire notre pays aujourd'hui, c'est ça. Sur quoi il faut travailler. Et la construction, c'est toutes les énergies positives qui doivent être mobilisées et vraiment laisser les querelles inutiles de côté pour focaliser sur l'avenir. L'avenir est radieux. Je vous jure qu'il fera beau au Cameroun. Ce sera de votre vivant. Vous allez le voir les prochains jours. Vous allez voir un autre Cameroun émerger. Parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives que de voir ça ou alors de ne plus voir le Cameroun dans l'entité que vous connaissez aujourd'hui. Chacun partira avec son petit bout pour aller construire son projet, son rêve, là où il veut. Mais si on veut rester l'entité aujourd'hui, on ne peut plus continuer à avoir une république des satanistes camerounais qui sont assis là et qui décident que bon, les autres doivent souffrir parce que nous, on se nourrit de leur énergie pendant qu'ils souffrent. Non, ça ne peut pas marcher. Donc il y a quelqu'un qui dit, j'imagine déjà Émile Parfessim devant les juges de la Troisième République, peut-être qui dira qu'il était possédé. Vous entendrez toutes les versions, cher Franck Chegui, vous entendrez toutes les versions. Il y a des gens qui vont vous dire que non, ce n'était pas eux,
ils n'étaient pas eux-mêmes et tout. Vous allez entendre toutes les versions, le moment venu. Parce que, voilà, il n'y aura pas de possibilité de réconciliation sans qu'il y ait de la justice. Même si on doit aller vers le pardon, il faudra d'abord qu'il y ait de la justice. Oui, sinon on aura mal manié les symboles et si on est dans la reconstruction, si on doit faire naître quelque chose, il va falloir qu'on sacralise le maniement des symboles. C'est très important. Donc je suis d'accord avec vous, cher Franck Chegui. Et puis, juste le temps de remercier tous les autres qui ont été avec nous et se dire, bon, on se parle très bientôt. Vous êtes toujours les bienvenus. Et puis, je suis à votre disposition pour ceux qui le souhaitent. On pourrait continuer inbox. Très bon dimanche. Il fera beau bientôt au Cameroun, qu'on le veuille ou pas. Au revoir. À bientôt.